Europe 1 Soir. Europe 1, 19h19, place au duel d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré avec Laurent Neumann de Marianne et Étienne Gernel du Point. Et avec en ce vendredi soir peut-être un bilan de la semaine de campagne électorale, semaine marquée par l'ascension de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, par la chute d'Eva Joly, pas dans les sondages mais à la sortie du cinéma, dans l'escalier, et puis aussi par le ton qui monte entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors Laurent Neumann, au terme de cette semaine, qui a marqué des points, qui en a perdu ? Vous l'avez assez bien dit, Mélenchon continue à monter. C'est pas cette semaine, ça fait déjà une bonne quinzaine de jours, 3 semaines. Il était à un score extrêmement élevé. Honnêtement, personne n'avait prévu ça. Malgré la crise, personne n'avait imaginé ça. Effectivement, Étienne n'a pas tort. Est-ce que ça va continuer jusqu'au premier tour ? Est-ce que le réflexe du vote utile ? Est-ce que il peut se passer encore des choses ? Bayrou a pas tort de dire ce soir, il reste 17 jours. On a vu des élections présidentielles non pas basculer, mais en tout cas changer au moins fondamentalement dans les 2-3 derniers jours. Non, il a tort, Bayrou. Il reste pas 17 jours, il reste 16 jours. Il reste 16 jours, pardon. Mais il reste, mais là, en l'occurrence, c'est pas parti pour ça. Il y a 2 candidats qui font nettement la course en tête. Il y en a 2 ou 3 autres qui sont dans un second peloton. Lequel sera 3e, 4e, 5e, c'est pas si simple. Il y a quand même quelque chose qui pourrait changer la donne, parce que vous avez vu l'émission de dette espagnole qui a foiré, il faut quand même le dire, c'est un truc terrible. Ils ont voulu placer 3,5 milliards et ils ont placé 2,7 avec des taux qui augmentent. La France, c'était hier, plusieurs émissions de dette à des taux différents. On a vu que le spread, la différence de taux avec l'Allemagne a encore augmenté. Donc il se peut très bien qu'on arrive dans une période de turbulence financière et ça peut très bien rebattre les cartes. Ça change pas mal de choses quand même. Si les gens ont la trouille, ils vont regarder quand même un peu plus les questions qu'on a un peu oubliées, qui étaient de la dette et des finances publiques, parce qu'on est un peu passé. Puis l'affaire Mera est passée par là. Et puis on a parlé de tas d'autres choses plus ou moins futiles. Avant, il y avait le halal, etc. Et là, ça peut revenir. Soyons honnêtes, la présentation du programme de François Hollande il y a quelques semaines et celle de Nicolas Sarkozy cette semaine ne sont pas de nature, ni l'un ni l'autre, à rassurer les marchés. Les chiffrages sont extrêmement flous dans les 2 cas. Bien sûr, il y a pour les uns des hausses d'impôts, pour les autres des baisses de dépenses publiques. Oui, ça fait mais dans les 2 cas, hein. On n'arrive pas à baisser nettement ni la dette ni les déficits. Non, surtout, alors il y a une différence notable entre les deux, c'est que François Hollande ne propose pas de baisse de dépenses. Alors ça peut être une position politique, c'est quand même un peu difficile à défendre devant les marchés aujourd'hui. Néanmoins, il y a un truc qui est absolument commun aux deux, c'est que les comptes ne sont pas ronds. On n'arrive pas, alors c'est des présentations savantes, mais ça fait penser un peu à des offres commerciales parfois d'opérateurs téléphoniques où finalement on comprend rien. Et là, il y a un peu la même chose. Pour arriver à faire le total des recettes et des dépenses pour l'un et pour l'autre, il faut être au moins polytechnicien ou alors un peu chaman sur les bords. C'est quand même extrêmement compliqué. Donc c'est illisible, et si c'est illisible, ça fait peur. Et le danger aujourd'hui pour les uns et les autres, c'est que la crise arrive là, qu'on soit rattrapé par la dette et par les marchés financiers. Non, puisque c'est votre spécialité, Étienne Gernel, l'économie. Qu'est-ce qui se passe exactement en Espagne ? Parce qu'effectivement, on a l'impression d'un seul coup que la crise de l'euro revient dans la campagne qu'on avait presque oubliée. L'Espagne n'y arrive pas, ils n'ont pas de croissance, ils ont un chômage absolument terrible. J'apprenais récemment de la part d'un grand industriel de la pharmacie que les hôpitaux espagnols ne payaient plus leurs médicaments. Alors ils continuent à livrer parce qu'évidemment sinon ce serait un scandale. Donc ils sont dans un état absolument catastrophique et les investisseurs pensent qu'ils seront plus remboursés. Donc alors les Espagnols font des émissions de dette. Voilà, ils proposent leur dette à un certain taux et les investisseurs n'ont pas pris à ce taux-là. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils fassent monter les taux. Et les taux ils montent, ils arrivent à 6%. À partir de 7, on contrôle plus vraiment les choses. C'est ça, la barre de 7 est quand même très violente. L'Italie l'a approché et c'est ce qui a provoqué la chute de Berlusconi. Et l'Espagne approche de ça. Et il ne faut pas oublier que l'Espagne, c'est beaucoup plus gros que la Grèce, beaucoup plus gros que le Portugal ou l'Irlande. Et que si l'Espagne est réellement attaquée, je doute fort que le mécanisme européen de stabilité suffise à enrayer la crise. Parce que derrière l'Espagne, il y a la France, c'est tout près. Ça peut changer la fin de la campagne ? Oui, en tout cas, il y en a un qui l'espère. Il faut le dire. C'est l'actuel président de la République. Il s'est d'ailleurs servi de l'exemple espagnol que vient très bien de décrire Étienne pour dire attention, si François Hollande est élu président de la République d'ici quelques semaines, nous risquons de faire de la
France l'exemple espagnol. Bon, je vous signale quand même que tous les officiels espagnols ont réagi aujourd'hui en disant mais attendez, ça ce sont des propos de campagne, Nicolas Sarkozy se trompe, on ne peut pas comparer le modèle espagnol avec le modèle français, encore moins le modèle espagnol avec le modèle grec, puisqu'il avait mis la Grèce et l'Espagne dans le même sac. Mais en revanche, politiquement, oui, Nicolas Sarkozy a intérêt à faire croire, ou en tout cas à instiller l'idée qu'il y a un risque, que la crise n'est pas passée. Premier point. Deuxième point, les fameuses notes AAA. Pour le moment, on est tranquille de ce côté-là, puisque les deux grands... Il y a une agence de notation qui nous a dégradé, c'était le 13 janvier dernier, vous vous souvenez. Les deux autres, pour le moment, nous ont mis sous surveillance négative, stable pour l'autre, mais négative pour l'une des deux. Et il n'y aura pas de décision de ces agences avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. Il n'y a rien dans les chiffres qui sont sortis cette semaine qui pourrait nous laisser croire que ça s'arrange. La logique, c'est sans doute qu'une des deux autres agences, voire les deux, nous dégraderont à leur tour. Pourquoi ? Parce que les chiffres de déficit public qui étaient plutôt bons ne sont absolument pas suffisants. Et puis surtout, la dette qui est colossale, elle dépasse 1700 milliards d'euros. Elle n'est pas de nature à faire changer les agences de notation d'avis après l'élection. Allez, autre chose, encore un mot. Mon petit doigt me dit, j'ai l'impression que d'ici le deuxième tour, on va beaucoup parler de François Bayrou et des alliances qui pourraient éventuellement nouer entre les deux tours. Est-ce que je me trompe, d'après vous, Étienne Jarnel ? C'est quand même la clé. Disons que surtout pour Nicolas Sarkozy, c'est évident qu'il y a très très peu de réserves de voix. Pour François Hollande aussi, d'une certaine façon, les votes de Mélenchon lui sont un peu acquis. Hein. Son problème à lui, c'est plutôt de garder les votes de Bayrou malgré Mélenchon, parce que sa proximité ou les reports de voix de Mélenchon, d'une certaine manière, peut faire peur aux électeurs centristes en se disant mais si on a un gouvernement socialiste avec des ministres communistes, effectivement, est-ce que c'est nous ou pas ? Le sujet pour Sarkozy, c'est de draguer les Bayrou et de le ramener directement, lui, personnellement, dans son camp. Pour Hollande, c'est plutôt essayer de rassurer à peu près les électeurs pour qu'ils se divisent de manière équitable. Alors, deux séquences. Côté Sarkozy, une première séquence qui va globalement de janvier jusqu'à la fin février, où il donne ordre à tous ses lieutenants de ne pas dire un mot de désagréable sur François Bayrou. Depuis un mois, on est passé à une deuxième phase. On laisse entendre, on envoie la rumeur comme quoi François Bayrou pourrait être le futur Premier ministre de Nicolas Sarkozy. De l'autre côté Hollande, en gros, on a ignoré totalement François Bayrou. Et même dans le livre de François Hollande a dit des choses pas très agréables sur François Bayrou, vous vous souvenez. Et là, depuis quelques jours, on voit une petite fuite d'électeurs de chez Bayrou qui vont chez Nicolas Sarkozy. Donc, changement de pied chez Hollande, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on s'est peut-être trompé, qu'on a peut-être été trop dur avec François Bayrou, notamment sur la moralisation de la vie politique, sur toute une série de sujets. Bref, on est en train de faire à François Bayrou la danse des 7 voiles. Ça nous rappelle ce qui s'est passé il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il fera ? Il a donné une grande interview au Monde ce soir pour dire « je prendrai mes responsabilités ». Quand on lui rappelle qu'en 2007, il n'a pas choisi, il dit « si, j'ai choisi, j'ai dit que je ne voterai pas Nicolas Sarkozy ». C'est un premier élément de réponse. Merci. À la une de vos hebdos, Étienne Jarnel, une une spectaculaire pour le point. Une une animée qui bouge en 3D avec les candidats et surtout un énorme dossier sur le diagnostic des psys sur les candidats, 9 très grands psys qui nous racontent et vous verrez, ça dépote. Et une hologramme, il paraît que ça se vend beaucoup parce que c'est collector le point cette semaine. Et alors, dans Marianne Lenormand, un gros dossier sur le coût de la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy. Oui, c'est un scoop, c'est l'enquête du député René Dosière qui a comparé quelque chose qui n'avait jamais été fait, le budget de l'Élysée, ce que coûte Nicolas Sarkozy aux contribuables français par rapport à ce que coûte la chancellerie allemande et la présidence américaine de Barack Obama. Figurez-vous que celle de Nicolas Sarkozy coûte 2,5 fois plus que celle du premier pays au monde et du premier pays européen. Et il y a tout le détail, combien coûtent les frais de bouche, les dépenses courantes, les voyages, les effectifs. Juste un chiffre, il y a 880 personnes à l'Élysée, il n'y en a que 500 à la Maison-Blanche. La question, c'est pourquoi ? À lire dans Marianne. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, Laurent Deutsch vient nous rejoindre dans ce studio.